Aujourd'hui, on s'attaque à tous les blocages, toutes les fausses croyances, toutes les idées reçues par rapport aux photos et aux vidéos de branding. Dans ce bol, il y a exactement 30 prétextes pour ne pas passer à l'action et continuer d'utiliser tes visuels franchement pas quali. Ou même continuer à procrastiner en ne faisant pas de création de contenu du tout. Je suis Marion, directrice artistique et photographe branding pour les marques, les entrepreneurs et les créateurs. Et le mieux, c'est que je ne suis pas seule aujourd'hui pour passer au crible tout ça. Tada! Salut, moi c'est Flora, je suis vidéaste et j'accompagne les entrepreneurs et les marques à générer des idées de contenu pour des vidéos, ensuite les tourner, les monter et elles sont prêtes à l'emploi à être diffusées sur les réseaux sociaux. Bah du coup, bienvenue Flora, trop chouette qu'on fasse la vidéo ensemble, comme ça on va être complémentaires, elle en vidéo et moi en photo de branding et on pourra vraiment adresser tous ces blocages, toutes ces idées reçues ensemble. Parce qu'il y en a pas mal, hein. Oui, lundi, on va pas faire de discours tout préparé, on va juste piocher en live différents petits papiers et on va y réagir sans aucune préparation. Et on s'est mis le petit challenge en fait de répondre à chaque objection en 1 minute 30 max. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire dans ce temps-là. Peut-être qu'on va dépasser, peut-être pas. Affaire à suivre. Sachant qu'on est tous les deux bavardes et qu'on aura plein de trucs à dire, je pense, sur ce qu'il y a là-dedans. Ouais, ça va nous faire réagir. Donc, tu verras si on a réussi ou pas le challenge. Ouais. Du coup, c'est parti, let's go. Nickel, j'adore. Bon, du coup, est-ce que t'es prête à piocher le premier? Je pioche le premier? Vas-y. Oh, allez. Très bien. On peut tout arranger en post-production. Ouh, elle est bonne. Elle est bonne celle-là. Vas-y. Ok. Non, on peut pas tout arranger en post-production déjà. Fake news. Fake news. Et surtout, bon, en vidéo, déjà, c'est très compliqué. Et surtout, ça va prendre un temps de fou en post-production. Et clairement, on n'est pas là pour ça. On ne fait pas des VFX, genre, voilà. Donc je te laisse sur la suite. J'avoue qu'en vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. En photo, tu peux arranger plus de choses à Photoshop et continuer même Lightroom, notamment avec l'IA. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de simplicité dans le fait de retoucher, je sais pas, un truc qui est pas bien fini, un linge qui est un peu froissé, etc. Donc c'est plus simple en photo qu'en vidéo. Pour autant, c'est toujours galère. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois de me dire, notamment quand je débutais, oh ça va, en vrai je l'enlèverai sur Photoshop. Et en fait, oui, tu peux l'enlever sur Photoshop, mais ça peut quand même te prendre 5-10 minutes par photo. Quand on a 30 à retoucher, franchement, à la fin, tu t'en veux à mort. On peut enlever certaines choses, mais pour autant, ça prend toujours du temps. Et parfois, c'est quand même beaucoup plus intéressant de juste prendre ce temps avant le shooting pour bien faire les choses et s'éviter ensuite derrière des heures de post-production. Et ce qu'il faut avoir en tête en vidéo, c'est que 1 seconde de vidéo, c'est 30 images de photos en moyenne. Donc du coup, ce qui fait 2 fois plus à retoucher, il y a le mouvement, il y a tout qui compte, donc c'est 2 fois plus galère, quoi, clairement. De fou. Ouais. Donc non. Grosso modo, non. Non, on n'arrangera pas en post-production. C'est mort. Et c'est le truc qu'on déteste entendre. Alors, je n'ai pas d'idée de contenu. Ah, ok. Ouh, ok. Alors, déjà, de base, prenez les 3 plus grosses objections de vos clients et vous avez déjà vos 3 idées de contenu. Déjà, commencez par ça. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'abord? Je dirais aussi que tu n'as pas forcément besoin d'idées de contenu pour créer du contenu. Tu peux aussi prendre en photo ton quotidien, prendre en vidéo ton quotidien et ensuite identifier les idées de contenu sur lesquelles tu vas venir plugger ces vidéos et ces photos. Typiquement, moi je fais beaucoup ça pour mes clients, on crée des banques de contenu, donc des banques de photos et des banques de vidéos. Des vidéos, ça peut être des b-rolls, par exemple, de eux en train de bosser, en train de faire des photos, en train de faire leur travail, on va dire. Et pareil pour les photos, je les prends en mise en situation, je leur fais des portraits, etc. Ils n'ont pas forcément l'idée de tous les contenus qu'ils veulent faire avec. Par contre, ils savent qu'ils auront une banque de contenu à leur disposition pour ensuite, quand ils auront des idées, quand ils auront envie de créer du contenu, ils auront de quoi les illustrer. Donc je pense que des fois, c'est se prendre un peu la tête que de vouloir avoir toutes les idées de contenu avant de créer tes photos et des vidéos, alors que souvent, le fait d'avoir une banque de contenu fait que ça te facilite la vie derrière quand tu veux créer. Ouais. En revanche, quand tu veux créer du fast cam, c'est sûr qu'il faut de base avoir tes idées de contenu. L'idéal, c'est peut-être d'identifier en effet donc les objections, peut-être quelques piliers de contenu, 3 grands piliers qui en fait reflètent à la fois ta personnalité, ta manière d'accompagner et en fait tout ça mis bout à bout sur la façon dont tu accompagnes, ta spécificité à toi, voilà, les objections de tes clients, quelle est leur transformation, etc. En fait, il y a plein d'idées de contenu que tu vas pouvoir avoir et exploiter et en fait, c'est assez rapide. Oui, et puis je pense qu'il faut se dire aussi, c'est que plus tu crées, plus tu crées. Il y a un côté, en fait, quand tu n'as jamais créé de contenu, tu as l'impression que les 5 premières idées, elles sont infaisables. Et en fait, plus tu vas créer, plus tu vas avoir d'idées et c'est un peu un cercle vertueux. Ouais, ça va débloquer tout, en fait, finalement. Une idée en attire une autre. Allez. Ok. Hop. Ouais, c'est ça. Ça génère pas de clients. Ouh. Allez. Bah si. Si, la photo, la vidéo, ça génère des clients. C'est juste qu'évidemment, il n'y a pas un ROI direct. Mais par contre, ça influe sur l'impression que les gens ont de toi. Et donc ça, forcément, ça peut te rapporter des clients.
avoir une vidéo ou des photos pas du tout quali, qui sont mal cadrées, qui sont floues, voire qui te représentent pas du tout, voire même pas du tout avoir de photos, oui, ça va avoir un impact sur ta marque personnelle, sur ce que les gens pensent de toi, sur ce que les gens disent de toi quand t'es pas là, sur ta réputation, en fait, en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur, et même en tant que marque de manière générale. Et le fait d'avoir, à l'inverse, des belles photos, des belles vidéos, ça va donner un côté plus premium, ça va donner une image de marque beaucoup plus alignée avec tout ce que tu as envie de transmettre. Et ça, derrière, ça va créer de la confiance, ça va créer de la réassurance, ça va créer de la connexion. Et les gens, aujourd'hui, ils achètent pas juste un produit ou pas juste un service, ils achètent la personne, l'histoire, la promesse. Et ça se transmet aussi beaucoup par la photo et la vidéo. Je suis d'accord. Il y a quand même une nuance à apporter, c'est que dans tout l'écosystème que des professionnels peuvent mettre en place pour justement avoir des bonnes vidéos, des bonnes photos, etc., avec le bon message, si vous, derrière, en fait, vous n'êtes pas proactif sur les personnes qui vous envoient des commentaires ou qui like, etc., et qu'il n'y a pas vraiment un bon écosystème derrière où ces vues et ces personnes qui sont attirées par vos photos et vos vidéos convertissent, en fait, ça ne servira à rien. Donc, il faut vraiment se dire qu'en fait, c'est pas non plus magique. C'est pas... l'idée, c'est pas d'avoir qu'une vitrine, mais de vraiment aussi mettre tout en place pour convertir derrière tout ce que vous allez engranger sur votre compte. Voilà. Carrément. Oui, en fait, si t'as pas de bon tunnel derrière pour convertir les gens qui arrivent sur ton compte et qui vont liker, en fait, t'auras juste des posts qui vont être beaux et qui vont être viraux, mais in fine, t'auras pas plus de clients. Ça implique d'avoir, oui, des belles images à la base pour que ça crée en fait la base nécessaire et les fondations nécessaires pour ta communication, mais derrière, il te faut effectivement un tunnel et de la réflexion et de la stratégie pour que ces gens-là qui vont liker ton post, derrière, ils deviennent clients. Exact, totalement. Alors, c'est parti. Tu mélanges un peu ça. Pour être présentatrice du loto. Les photos stock suffisent. Ouh, tellement de choses à dire là-dessus. Moi, je suis pas photographe, mais bon, j'ai quand même un petit peu une idée. Les photos stock, ça peut aider quand on débute, quand on a besoin de transmettre un message très rapidement en story ou vite fait présenter ses services au début de son activité. Mais après, selon moi, c'est essentiel d'avoir des photos qui reflètent vraiment qui on est, notre univers de marque. Mais ça, je pense que tu seras la mieux parlée pour remplacer. Je pense que c'est complémentaire. Pour moi, c'est pas impossible d'avoir des belles photos stock, parce qu'effectivement, tu as plein de choses aujourd'hui, tu as plein de banques d'images sur lesquelles tu peux aller piocher des photos stock vraiment intéressantes. Donc pour moi, c'est une bonne base. Par contre, ça ne te dispense pas d'avoir tes propres photos. Et là où je vois des entrepreneurs faire l'erreur, c'est d'avoir que des photos stock et 2 portraits d'eux, et ils considèrent que c'est bon pour leur personal branding, ou même pour leur marque de manière générale. Et non, là, je pense que c'est une erreur. Tu peux avoir des belles photos stock, une belle banque d'images, ça c'est chouette, tu peux l'utiliser en fond de story, etc. Tu peux l'utiliser pour ton site internet. Pour autant, c'est important, à mon sens, d'avoir aussi en complément des photos qui te représentent vraiment, qui sont complètement en ligne avec ta marque, qui ont ton visage ou celui de tes collaborateurs ou celui des gens qui travaillent pour toi, de tes partenaires, qui transmettent le bon message avec pas, tes vêtements, tes tenues, tes accessoires, tes lieux, vraiment quelque chose de beaucoup plus personnalisé qui va aider les gens à rentrer dans ton univers et à te découvrir toi en tant que marque ou en tant qu'entrepreneur. Donc c'est un complément, mais à mon sens, tu peux pas te contenter de photos stock. Allez, let's go. Moi aussi, je vais faire ça. Trop bien. Alors, j'ai pas envie de partager ma vie privée. Bah t'es pas obligé. T'es pas obligé de partager ta vie privée pour créer des photos, créer des vidéos. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je suis totalement d'accord. L'idée, c'est de savoir la limite donc, que tu veux fixer déjà, un peu ta ligne rouge, et puis surtout que ça ait un rapport avec ton expertise, parce que tout le monde s'en fiche, en fait, de savoir... Ce que tu as mangé ce matin, si concrètement, c'est pas tes photographes branding. Oui, et voilà. Que tous tes contenus sont pas du tout tournés autour de l'alimentation ou du lifestyle. C'est ça. La question, c'est quels sont tes piliers de contenu ? En fait, c'est quoi les sujets que tu as envie d'aborder dans ta communication ? Et tu peux intégrer des aspects personnels, mais t'es pas obligé. Tous tes piliers de contenu peuvent être 100% en rapport avec ton business et pas du tout avec ta vie privée. Et ça n'empêche pas que tu peux créer un personal branding, ça n'empêche pas que tu peux faire du branding de ta marque. Juste, ton personal branding et ton branding ne vont pas inclure des aspects personnels et c'est complètement OK. Ouais, clairement. Non, je suis totalement d'accord. En fait, le personal branding, c'est toi dans ton expertise. Et c'est pas toi dans ta vie, en fait, en général. Voilà. Selon moi, c'est ça qui est important, de faire le distinguo. Et de juste, quels sont tes piliers de contenu ? Si dans tes piliers de contenu, tu veux inclure des trucs personnels qui te touchent, ça peut être du militantisme, ça peut être ton lifestyle, ça peut être maladie chronique, ça peut être un truc que tu adores faire, des voyages, etc., qui sont pas directement liés à ton expertise, c'est possible. Encore une fois, tu n'as pas besoin de tout partager de ta vie. Moi, il y a plein de choses que je ne partage pas. Par exemple, mon mari ne veut pas être sur les réseaux sociaux, il ne veut pas qu'on voit sa tête. Donc en fait, c'est pas quelque chose que je vais inclure à mon contenu. Et pourtant, ça fait partie de ma vie privée. C'est clair. Et si ça apporte rien à tes clients, à ton audience, je vois pas non plus l'intérêt de faire de l'oversharing comme ça, en fait. Voilà. Complètement. Donc non, tu n'es pas obligé de partager toute ta vie privée. Et ça, c'est un gros mythe sur le personal branding. C'est un des premiers trucs qu'on me dit en général quand je parle de personal branding. Ouais, c'est rigolo.
pareil. Voilà. Allez. Les IA vont remplacer tout ça bientôt. Ouh, on l'adore celle-là. Ouais. Et ben j'attends. Franchement, j'attends avec plaisir de pouvoir juste prendre mon café, ou mon thé en l'occurrence, que je ne bois pas de café, et laisser les IA faire mon taf. Franchement, allez-y. Pas de problème. Je vous paye. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, les IA, elles font des trucs OK, honnêtement. Elles peuvent faire des trucs OK. Par contre, ça manque d'âme. C'est pas forcément aussi personnalisé. Et ça crée plein de sujets éthiques en termes de droits d'auteur, en termes même d'écologie, en termes de dysmorphie, de rapport à son image, etc. Bref, il y a plein de problèmes posés par les IA quand on parle de fabriquer des photos de branding ou des vidéos de branding. Donc peut-être qu'elles vont remplacer une partie des photos de branding et des vidéos de branding, ça c'est sûr, et c'est déjà le cas, honnêtement. Ouais. Pour autant, est-ce que c'est une alternative qui est positive pour la société, qui est positive pour toi, qui est positive pour ton business, qui est positive pour le monde de manière générale? Je suis pas sûre. Ouais, et moi je pense qu'à terme, justement, avec tout ce qui est IA, etc., on va chercher de plus en plus la connexion avec les humains. Et ça va être important, justement, d'incarner vraiment qui on est, et même d'avoir des vidéos, même qui seront même moins léchées. On voit aussi de plus en plus ce type de contenu sur TikTok, sur Insta, des contenus un peu plus social content, on appelle ça, en mode vraiment vrai, tourné à l'iPhone et tout, pour justement connecter et montrer que c'est la réalité aussi, et on va vraiment en avoir besoin, je pense. Les gens, encore une fois, ils veulent acheter à des gens. Et pour moi, créer tout ton contenu avec l'IA, oui, ça peut te faire gagner du temps, j'entends complètement, et même potentiellement de l'argent. Mais la question, c'est quelle est l'image que tu renvoies. Et en fait, pour certains métiers ou pour certaines choses, il y a une question de rupture de confiance. Si demain, tu vends une crème pour le visage et qu'en fait, tous tes visuels, ils sont dopés à l'IA, ou c'est que de l'IA, en fait, la personne, in fine, c'est pas une vraie personne. Je sais pas, il y a vraiment pour moi un problème de confiance dans ce que tu vends. Et pareil pour les prestataires de services. Si t'es prestataire de service mais que toutes tes photos de toi, c'est pas la vraie personne, en fait, quand les gens vont te voir en vrai et qu'ils vont se rendre compte que tu n'es pas quelqu'un qui est photoshopé, bah, ça crée une rupture de confiance. Clairement, ouais. Une rupture de confiance et une rupture de proximité. Enfin, on se sent pas concerné, en fait. Ouais. Donc je pense que ça peut aider, et je pense que ce serait une erreur de dire d'être anti-IA et de dire que c'est horrible, etc. Non, je pense que ça peut aider, c'est un outil, il y a plein de choses qui nous aident, nous, dans notre vie de photographe et de designer, grâce à l'IA. Pour autant, il faut le faire avec mesure, il faut être stratégique dans l'utilisation de l'IA pour pas faire plus de mal à ton business que tu ne penses lui en faire de bien. Mic drop. Mic drop. C'est à moi, je crois, non? Ouais, vas-y. Allez. J'étais prête là. Elle était prête à les lancer. Elle en peut plus. Allez. Ah, j'ai peur du harcèlement et des commentaires négatifs. Ok, alors je commence. Ouais, vas-y. Du coup, j'ai déjà eu des personnes qui, en effet, m'avaient contacté pour me dire justement qu'ils avaient eu des bad buzz, etc. En ligne. Et c'était souvent avec des vidéos dont ils n'étaient pas totalement alignés sur le contenu et l'accroche. Ce qui est hyper important aussi quand on veut créer du contenu, en tout cas, je parle vidéo là, hein, je parle vraiment de la vidéo, c'est d'être complètement aligné avec. Et s'il y a un truc qu'on ne sent pas, et surtout pas se forcer à poster la vidéo, ça ne sert à rien. Il faut quand même se reconnecter à ce pourquoi on fait ça, etc. Pourquoi c'est important pour nous de partager ça. Donc moi, un jour, j'ai eu pas mal de commentaires, bon, pas vraiment négatifs non plus, mais voilà, j'avais fait ouais, voilà. Tendancieux, on va dire. Tendancieux. Suite à ces commentaires, oui, tendancieux, j'avais fait une vidéo qui, là, pour le coup, avait pas mal explosé en termes de vues et où je me suis pris des remarques en mode mais quelle idiote celle-là. Bon, et je simplifie, évidemment. On est gentil parce qu'on ne veut pas te censurer. Voilà. Mais en fait, pour le coup, quand j'ai reçu ces commentaires, donc certes, ça fait un petit quelque chose, mais j'étais tellement en accord avec la vidéo que j'avais postée que pour moi, en fait, c'est juste des gens, voilà, ok, vas-y, donne ton opinion, je m'en fous, mais moi, je sais pourquoi j'ai posté ça, et voilà, quoi. C'est ultra intéressant. Et je pense que, malheureusement, aujourd'hui, si on s'expose sur les réseaux, t'as un potentiel de te faire embêter, t'as un potentiel d'avoir des commentaires soit négatifs, soit tendancieux. Pas forcément négatifs, mais qui, pour autant, sont, en tant que femme, jamais agréables à recevoir, hein, même quand c'est pas tendancieux, et c'est censé être un compliment, avec beaucoup de guillemets. Donc je pense que malheureusement ça fait partie du jeu, mais que ça ne devrait pas t'empêcher de créer. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, il faut être aligné avec ce que tu crées, il faut connaître ta limite. Quelle est la limite rouge que tu ne veux pas franchir dans ce que tu transmets aussi, dans ce que tu montres de toi. Par exemple, ne pas transmettre ta vie privée, ne pas transmettre tes enfants, ne pas transmettre des choix personnels qui te touchent toi personnellement et sur lesquels tu n'es pas prêt à recevoir de l'engagement ou de la critique potentiellement pas très constructive. Pour moi, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est réussir à lâcher prise aussi. Et effectivement, c'est dire, au bout d'un moment, il y a toujours des gens stupides dans le monde.
C'est pas parce que ces gens-là stupides existent qu'il faut que je me retienne de moi partager ma lumière, de partager des choses positives, parce qu'on a aussi besoin de ça. On a besoin de créateurs qui partagent du beau pour contrer tous les mecs relous sur TikTok ou sur Instagram ou sur les shorts qui commentent n'importe quoi. De ouf, clairement. Et surtout, les gens qui commentent et qui sont haineux, eux, généralement, ils font rien, en fait. Hein. Ouais. Il faut aussi se remettre en perspective. Là, c'est que la plupart des temps, les gens qui sont haineux comme ça, c'est des gens qui n'ont jamais fait l'effort quoi. Donc, tu prendras la critique que de gens qui voilà, sont au-dessus, ont fait le chemin, et eux seront toujours bienveillants, quoi. C'est ce que je me dis, en tout cas. Complètement. Et peut-être le dernier truc qui peut t'aider justement à passer au-delà de la critique, c'est d'avoir un bon entourage autour de toi, des gens qui sont là pour te rappeler quand tu reçois un commentaire comme ça qui te touche, peut dire « t'inquiète ». En fait, c'est pas grave, ce mec-là ou cette personne-là, on s'en fiche, c'est pas important. Des gens qui sont là pour te souvenir, pour t'accompagner, pour te redonner en fait confiance en toi, parce que ça fait toujours un peu mal quand tu reçois ce genre de commentaires, notamment les premières fois. Donc voilà, je pense que c'est aussi important d'être bien entouré et d'avoir soit des prestataires avec qui tu as bossé qui peuvent te redonner un peu de courage. Je sais que nous, ça nous arrive, si on a des clientes qui se prennent un bad buzz, en fait, on sera là pour elle émotionnellement aussi. Et même d'avoir des proches, des business friends, etc., qui sont là pour t'accompagner et pour t'éviter de rentrer dans une spirale négative. Ouais, clairement. Cool, c'était intéressant comme sujet. C'est triste, mais c'est intéressant. Ouais. Allez, on va se redonner un peu de... Ouais, du pep, de good vibes. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant là? Je ne veux pas qu'on me reconnaisse dans la rue. Ok. Avant d'en arriver là... il va y avoir du taf. Il va y avoir un peu de taf. Non, mais c'est bien d'être ambitieux. Oui, c'est bien. C'est bien d'être ambitieux. En vrai, je suis d'accord. Je comprends que des fois, c'est un peu étrange. Moi, alors pas dans la rue, mais ça m'est arrivé d'être reconnue dans des salons pro où les gens venaient vers moi et ils me disaient « Ah, non, je te connais, non ?» Et en fait, ils me parlaient comme si moi, je les connaissais. Et j'avais aucune idée de qui ces personnes-là étaient, parce que souvent, c'est de l'audience silencieuse. Et donc, effectivement, je peux comprendre le côté un peu étrange, où quand t'as la personne qui a l'impression de connaître, elle connaissait le nom de mes chats, tu vois. Ah ouais. Parce qu'en fait, j'ai dû partager une fois le nom de mes chats, je veux dire, je me suis pas posé de questions. Et je me dis, ok, là, ça fait un peu étrange, mais pour autant, c'est une personne adorable, enfin vraiment aucun problème. Donc ça m'est arrivé, et donc je comprends ce petit truc où tu dis, ah, j'ai pas envie d'être en train de faire mes courses en jogging et en cheveux, tu vois, les cheveux attachés, sales, et qu'on me reconnaisse dans la rue. Je comprends. Et puis, ça sera toujours, je pense, mine de rien, au vu de nos expertises, dans un contexte pro. Voilà, elle t'a pas reconnu dans la rue pendant que tu faisais tes courses, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment là, dans ce cadre où tu arrivais en tant que Marion, Moments by Marion, où là, vraiment, elle a pu vraiment connecter. Je pense que de là à retrouver dans la rue et tout, je pense que ça va être un peu plus dur. Et après, je peux comprendre. Après, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir cette peur-là, tu peux aller notamment à des questions personnelles, etc. Dans ce cas-là, tu peux aussi faire des photos qui ne te montrent pas. Et ça, je pense que c'est une erreur de penser que pour faire du personal branding, il faut forcément se montrer son visage. Ça m'est déjà arrivé de faire des photos personal branding sans montrer le visage de la personne pour des convictions religieuses, par exemple. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ok. Et comment donc, tu t'es débrouillée? En fait, tu montres les mains, tu montres de dos, tu montres de côté, mais avec un peu de flou. Enfin, en fait, il y a plein de manières créatives où tu peux quand même créer un univers de marque global dans lequel elle va pouvoir s'ancrer, et elle, après, avec ses textes et avec sa voix, en fait, tu peux complémenter la photo, et donc elle faisait du texte, elle faisait de la voix, donc des facecam, etc. Mais en fait, tous les backstage, enfin, toutes les photos et les vidéos qu'on a fait, c'était sans se montrer. Donc c'est possible aussi, en fait, de faire du faceless tout en créant sa marque personnelle. Je dis pas que c'est forcément simple, mais c'est possible. Et voilà. Et pareil, même en tant que marque, tu peux ne pas du tout montrer ton visage de fondateur et pour autant avoir une belle image de marque avec des belles photos, des belles vidéos sans pour autant te montrer toi. Donc c'est aussi possible, si vraiment cette peur-là elle est ancrée, c'est aussi possible de commencer comme ça. Voire même de définir que c'est comme ça que tu veux faire. Totalement. Est-ce que ça va être plus simple, comme tu l'as dit? Non, ça va pas être simple. Ça risque d'être un petit peu plus long peut-être pour que ça fonctionne, mais franchement ça peut marcher, hein, clairement. Ouais. Super. Allez, let's go. Let's go. Hop. Ça prend trop de temps à organiser. Ok. Alors, pour ce qui est de la vidéo, c'est un peu vrai. Oui, et même la photo finalement. C'est un peu différent en photo, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça dépend avec qui tu bosses. Ok. Ouais, en vidéo en tout cas, si tu veux du contenu qui fonctionne bien, etc., déjà il faut réfléchir à tes idées de contenu et ensuite à la construction de ces fameuses idées de contenu. Donc forcément, ça prend du temps. L'idée, c'est pas d'arriver comme ça et de faire du live, etc. Il y a certaines personnes qui sont très bonnes. On a eu déjà des clientes qui étaient vraiment exceptionnelles dans ce jeu-là. Ça demande d'être vraiment à l'aise, d'avoir l'habitude. C'est possible, mais ça demande quand même pas mal de temps de préparation, en tout cas pour définir les sujets et ensuite les idées de contenu dans ces sujets-là. Et le jour du tournage, faire de la vidéo, quand même, ça demande du temps, ça demande
en fonction des setups, d'installer la lumière, voilà, peut-être de revoir certains mouvements, etc. Donc, ça prend du temps. Ouais. Et je pense qu'en photo, oui, c'est vrai que ça prend du temps. C'est pas claquer les doigts et c'est fait. Par contre, ça peut être quand même vraiment simplifié en bossant avec un photographe qui gère la coordination. Typiquement, c'est différent. Effectivement, si tu prépares toi-même ton propre shooting, que tu es en charge de chercher les lieux, de chercher toi-même tes tenues, de réfléchir à quelles idées de photos tu veux et de réfléchir à quel contenu tu veux aborder. En fait, si tu dois faire tout ça tout seul et définir un peu ton idée de marque et... Oui, là, si tu dois faire tout ça tout seul, tu dois préparer tout ton shooting tout seul et que ton photographe ne t'aide pas ou que toi tu fais ça tout seul, oui, c'est chronophage. Trouver la bonne lumière, trouver le bon cadrage, etc., c'est chronophage. Même sans parler de la préparation, le jour même, c'est super chronophage. À l'inverse, pour moi, et c'est là qu'on rentre en jeu, c'est que quand tu bosses avec un pro ou une pro, en fait, ce temps-là, tu le gagnes. Dans le sens où, en fait, tu délègues la coordination, la préparation de ta séance à quelqu'un dont c'est le métier, qui va savoir t'accompagner, qui va savoir te faire gagner du temps. Exemple, moi, pour mes clients, je cherche les lieux. Donc, c'est moi qui fais tout le scouting des lieux. Je leur propose une sélection. Je les aide à choisir leur tenue, je leur donne des idées. C'est moi qui définis toutes les poses, toutes les mises en situation, toutes les scènes créatives, qui fait tout le planning de la journée. Ok, on fait là on change de lieu, là, on change d'accessoires, etc. Qui leur donne les idées d'accessoires. En fait, tout ça, c'est moi qui gère. Et typiquement, si le lieu annule 2 jours avant, et oui, c'est déjà arrivé, et ben en fait, c'est pas le client qui 2 jours avant se retrouve à devoir rechercher un lieu. C'est moi. Et c'est moi qui passe 5 heures à devoir rechercher un lieu. Et c'est ok, ça fait partie de mon travail. Donc du coup, oui, ça peut demander vraiment beaucoup de temps de préparer une séance photo. Mais encore une fois, si tu es bien accompagné, ce temps-là, il est énormément réduit. Et du coup, typiquement, pour la préparation des séances photos, en général, mes clients, ils passent 2-3 heures si je prends vraiment entièrement le fait de répondre aux questionnaires, de travailler un peu avec moi le workshop, de préparer leur tenue. Et moi, je dois passer une quinzaine d'heures. Ouais. C'est elle qui prend le temps. Ouais, comme ça, moi, qui vais le charger. Super. Ok, mais c'est intéressant comme sujet. Ouais, très. Allez, à toi. À moi ? On aurait tellement de trucs à dire, mais du coup, il faut se limiter, sinon notre vidéo va durer 45 minutes. C'est clair. Je n'ai pas beaucoup de likes, donc ça ne me sert à rien. Très d'actualité, celle-là, en plus. Hein. Mais est-ce que les likes, c'est vraiment ça que tu cherches ? Parce que, est-ce que ce que tu veux, c'est de la viralité ? Est-ce que c'est un nombre d'abonnés ? Auquel cas, effectivement, ça se tient. Ouais. Ou est-ce que ce que tu veux, c'est des clients ? Si tu veux de la viralité, oui, effectivement, tu peux mesurer ton ROI en nombre de likes. Mais la plupart du temps, en tout cas nous, les clients avec lesquels on bosse beaucoup, que ce soit des marques, des entrepreneurs, des fondateurs, etc., ce qu'ils veulent, c'est pas juste de la visibilité. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent sur leur compte en banque. Ils veulent que les gens achètent leurs services. Conversion. Ils veulent que les gens achètent leurs produits. Ouais. Et ça, c'est une question de conversion. Et tu peux avoir beaucoup d'audience silencieuse. Et ça, je pense, c'est ultra sous-estimé. Ouais. Et au-delà même de ça que tu as super bien expliqué, en ce moment, il y a vraiment un truc sur Instagram et aussi sur LinkedIn à faible mesure. C'est le bazar. Ouais, c'est la merde. Les gens qui avaient l'habitude d'avoir plein de likes, encore les vues, ça va, ils les maintiennent, mais bon, voilà. C'est descendu, mais d'une puissance. Et là, maintenant, il y a tout le monde qui dit que justement, les likes ne servent plus à rien. Même les grands influenceurs, les grands machins et tout, qui avant tenaient un discours quand même bien différent, maintenant le disent. Donc, du coup, voilà, on doit mesurer l'impact de la vidéo autrement et je trouve que c'est très intéressant. Ouais. J'aime beaucoup. En vrai, c'est intéressant, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer l'audience silencieuse qui regarde tes contenus, qui apprécie tes contenus et qui va se souvenir de toi quand elle aura besoin de toi ou qu'elle aura envie d'acheter un produit ou un service similaire. Pour autant, elle ne va pas forcément liker. Moi, le nombre de fois où des clients arrivent dans ma boîte mail en mode « Ah, ça fait des mois, des années que je te suis, j'adore tous tes contenus, ce que tu fais, etc. J'ai envie de booker avec toi » et genre même pas besoin de faire l'appel découverte, la personne est directement convaincue. Je n'ai jamais vu un seul like, un seul commentaire, un seul MP avec cette personne. Mais je veux dire, c'est, je pense facilement 50%, c'est fou, de mes prospects. Ah ouais. Et juste, ils sont là, ils écoutent, ils sont attentifs, ils aiment ce qu'on fait. Et en fait, derrière, quand le moment est venu pour eux de passer à l'action, et ben, ils pensent à nous. Ouais. Et ça, c'est ultra important. Donc, le fait de ne pas avoir beaucoup de likes, c'est pas forcément un signal négatif. Encore une fois, ça dépend de quel est ton objectif. Est-ce que tu veux de la visibilité et un nombre d'abonnés, ou est-ce que tu veux de la conversion ? Je dirais même, pour insister même davantage, que les contenus justement qui parlent de conversion et qui vont justement montrer ton travail, comment on appelle ça ? Des études de cas clients, etc. En fait, c'est ceux qui font le moins de likes, toujours. Mais c'est ceux qui convertissent le mieux. Allez, après cette petite pause, on y va. Je n'ai pas le bon décor lieu. Ah bon, alors Marion en a déjà parlé précédemment, mais du coup, on peut se charger de louer un lieu qui soit vraiment adapté à la fois à l'image de marque que tu souhaites transmettre. Et sinon aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent, on pense qu'on n'a pas le bon lieu
Mais en fait, on peut toujours trouver des solutions pour justement que ça soit, ça se fasse malgré tout. Je parle là vraiment en termes de vidéo. C'est vraiment possible tant qu'il y a un petit peu voilà, d'arrière-plan, donc comment dire, un peu de distance entre toi et le mur, parce que faire des vidéos collées à un mur, c'est no way, s'il vous plaît. Faites pas ça. Et garder un peu de distance aussi avec la caméra, hein. L'idéal, c'est pas que voilà, on voit votre visage rempli en fond sur la vidéo, voilà. Mais un petit peu voilà, de fond entre vous et voilà, la caméra. Et surtout que ça soit soigné, que ça soit pas vraiment le bordel, proche d'une fenêtre. Déjà, c'est le minimum et je suis sûre que tout le monde peut y arriver. Ouais, complètement. Je pense qu'effectivement, déjà, tu peux trouver des coins qui sont OK dans n'importe quelle situation. Ouais. Après, effectivement, tu peux être limité dans la variété. C'est-à-dire que tu peux trouver, même dans n'importe quelle situation, 1 ou 2 cadrages qui sont OK. Pour autant, pour faire 30 photos ou 60 photos, tu vas peut-être être un petit peu limité parce qu'au bout d'un moment, tu auras toujours le même cadrage, tu n'as pas forcément le décor parfait. Et c'est là que l'option B rentre en jeu, qui est de choisir des lieux adaptés. Mais honnêtement, allez, je peux faire peut-être 50 shootings par an, grand maximum. Il y en a moins de 5 ou 6 que je fais vraiment dans le lieu de mes clients. La plupart du temps, je choisis des lieux qui représentent l'image de marque et qui correspondent au style de photo qu'on veut faire. Donc, par exemple, si on veut shooter sur un fond coloré, on va choisir un style de photo. Si on veut shooter dans un appart, si on veut donner un côté très élégant, très Parisian style, etc., je vais choisir un joli haussmannien très lumineux. Si on veut un truc un peu créatif pour quelqu'un qui est, je sais pas, designer, et on va choisir peut-être une galerie d'art avec un peu des traces de peinture partout. Enfin, on va choisir des lieux adaptés qui correspondent à l'image de marque et qui correspondent au style photo qu'on veut faire. Et c'est complètement OK. Et c'est un petit budget, oui, mais en fait, c'est un budget qui est rentable parce que du coup, tes photos, elles te permettent vraiment d'avoir plein de cadres différents qui correspondent, encore une fois, à l'image de marque que tu veux renvoyer. Ultra important. Ultra important. Donc voilà, c'est pas obligatoire d'avoir le lieu parfait. Et en tout cas, il ne faut pas que ça te bloque pour commencer. Par contre, effectivement, tu peux te retrouver bloqué pour faire beaucoup de photos différentes. Mais dans ce cas-là, tu as toujours l'option de choisir un autre lieu et de le louer. Ouais, totalement. Quand tu bosses avec des prestataires qui connaissent et qui ont un bon carnet d'adresses, c'est relativement simple. Clairement. Je connais tous les lieux Paris. J'ai tout loué. J'ai tout loué. Je ne sais pas quelle tenue mettre. Oh, ça, c'est ton expertise, ça. Ouh, oui, ouais, j'avoue. J'ai un petit manque de style, on en reviendra. Ensuite, moi, j'aime bien ça. J'avoue, j'aime bien ça. Alors, la tenue, c'est ultra important. En vrai, je pense qu'on a tendance à la minimiser. Enfin, en tout cas, je vois des photographes et des clients qui ont tendance à la minimiser. Pour moi, une bonne tenue, ça fait vraiment une belle photo. Elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle. Juste quelque chose de sobre à minima, quelque chose qui reflète, encore une fois, la bonne image. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il faut que ça reflète la bonne image de marque. Si tu veux avoir un côté, encore une fois, très décontracté, très accessible et que tu arrives en tailleur, ça marche pas. Et l'inverse, c'est vrai. Hein, tu peux pas arriver en jogging si tu veux être en mode élégance parisienne. Enfin, le streetwear, ça a une limite quand même. Donc ça, c'est le premier point, il faut que ce soit aligné avec l'image de marque. Deuxième point, c'est qu'il faut que ce soit cohérent avec les couleurs de ta marque. Parce qu'ensuite, si tu veux faire ta communication et que tout ton feed Instagram est, je sais pas, rose et que toutes tes tenues sont rouges, en fait, le rose et le rouge, moi j'adore personnellement, c'est pas un bon exemple. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir des couleurs qui sont cohérentes les unes entre les autres pour que ce soit simple à insérer dans ta communication, sur ton site web, sur tes plaquettes, etc. Et troisième point, il faut que ce soit confortable. Parce que c'est horrible de passer une demi-journée de shooting dans un truc qui te sert, qui te boudine, dans lequel tu te sens pas bien. Franchement, ne faites pas ça. Il faut que ce soit beau, mais il faut que ce soit confortable. Ouais. La question étant de dire, je ne sais pas quelle tenue mettre, ce que je viens de te dire, là, ça te montre que en fait, quand tu bosses avec quelqu'un qui peut t'accompagner, d'un coup, tout est plus simple. Moi, je sais qu'avec mes clients, on a 2 niveaux d'accompagnement. Soit on en discute ensemble et je les aide. En fait, ils me donnent un peu les photos qu'ils ont chez eux ou des idées qu'ils ont et je les aide à formuler des tenues et je les challenge et je leur dis ce qui leur va, ce qui leur va pas, etc. Donc, c'est un premier niveau d'accompagnement. Et après, potentiellement, je peux aussi les mettre en relation avec des conseillères en images qui sont des partenaires. Et là, pour le coup, elles vont vraiment plus en détail sur analyse morphologique, analyse de colorimétrie. Elles font un vrai accompagnement. Elles peuvent même aller en boutique avec mes clients pour vraiment acheter les pièces pour chaque scène du shooting. Donc ça, encore une fois, ça peut pas être un blocage parce qu'il y a plein de solutions. Et quand tu bosses avec des pros, tu peux te faire accompagner là-dessus. Clairement. J'ai rien à ajouter. En vidéo, juste pas de rayures, s'il vous plaît. Évitez aussi les grosses impressions, voilà, les gros motifs. Peut-être que les motifs, ça peut être OK en photo. Par contre, en vidéo, comme il y a du texte, en fait, ça peut voilà, tromper le message un petit peu. Donc, je préfère quand même quelque chose de plutôt uni par rapport à ça. Et pas de transparence, comme on a dit. Et voilà, c'est vraiment tout. Ouais. Je dirais peut-être juste qu'il n'y a pas forcément d'interdit concernant les tenues. Encore une fois, tu peux venir
avec n'importe quelle tenue tant que c'est cohérent avec ton image de marque. Et je pense que c'est vraiment ça qui importe. Tu peux venir en jogging, tu peux venir en t-shirt, tu peux venir en pyjama, et oui, j'ai déjà fait. Non. Tu peux venir avec n'importe quelle tenue tant que c'est cohérent avec ton image de marque. Et je pense que c'est vraiment le plus important à retenir. Yeah. Alors, sur toi, on va tomber. Je dois d'abord finaliser mon identité visuelle. Ah, c'est le serpent qui se mord la queue un peu, non? Ouais. Alors, c'est pas le serpent qui se mord la queue, mais c'est genre... c'est pas le truc avec la poule, là? L'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule. Le truc avec la poule. Le truc avec la poule. Alors, c'est quoi qui doit être en premier? L'œuf qui naît en premier, l'œuf ou la poule? C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Pour parler de la vidéo, si on veut se lancer en termes de vidéo, pour moi, ça n'a aucun rapport avec l'identité visuelle, en tout cas. Tant qu'en fait, on sait comment est-ce qu'on veut accompagner ses clients, voilà, qu'on en a déjà accompagné, qu'on connaît les objections qu'on reçoit, qu'on a déjà eu des résultats, etc. Pour moi, c'est vraiment pas important d'avoir voilà, une identité de marque forte. Pour des photos branding, je te laisse répondre. C'est pas obligatoire non plus. Quand j'ai commencé, je pensais que c'était obligatoire et je pensais vraiment qu'avoir une identité visuelle très affirmée, en tout cas qui soit définie avant de faire des photos. Aujourd'hui, je reviens un peu parce que pour moi, l'identité visuelle, elle évolue, les photos, elles évoluent et je pense que c'est un peu... c'est impossible de se dire que rien ne va bouger. Donc je pense que c'est pas nécessaire. Oui, ça aide d'avoir une identité visuelle, c'est sûr, parce qu'en fait ça permet de l'intégrer dans la séance photo. Et donc quand on a une identité visuelle chez mes clients, je l'intègre par les couleurs, pour les typos, moi j'en ai moins besoin, c'est plus pour toi, Ouais. par l'ambiance, par peut-être les petits détails, par exemple s'il y a un téléphone, etc. Bon, on va chercher des accessoires qui vont être bien, mais c'est pas obligatoire. Et il y a plein de mes clients qui n'ont pas forcément d'identité visuelle forte, mais je pense que le plus important c'est de savoir effectivement ce que tu veux communiquer, quelle image tu veux que les gens aient de toi. Quelle est ta personnalité, qu'est-ce que tu veux dégager, etc. Et en fait, ça, c'est plus important pour moi d'être au clair sur ça, sur ta vision de ta marque, sur ton image de marque au global, pas forcément l'identité visuelle, c'est encore deux choses différentes. Tant que tu es aligné sur la stratégie de ta marque ou ta marque personnelle, pour moi, l'identité visuelle, c'est un plus, c'est un bonus, ça permet de personnaliser encore plus la séance, mais c'est pas nécessaire parce qu'en fait, tu peux faire des tenues assez neutres, tu peux faire des lieux assez neutres, etc. Et dans tout cas, des photos, elles vont pas durer 40 ans. Enfin, je veux dire, c'est normal d'en refaire régulièrement parce que tu évolues, ton business évolue, tes envies évoluent, tes offres évoluent. Et donc, l'idée, c'est juste que si à un moment, ton identité visuelle, elle change ou elle s'affirme, tu referas des photos qui correspondent à ça et c'est normal. Tu sais, ça me fait un peu penser aux gens qui veulent pas vraiment commencer à prospecter ou à communiquer parce que justement, leur logo, il est pas fait. C'est juste de la procrastination parce qu'on n'ose pas se lancer. Hein. Parce que ça n'a rien à voir, tout le monde s'en fiche. Ah, de ouf. C'est pas parce que t'as pas ton logo ou pas d'identité visuelle que tu peux pas commencer à vendre tes services. Clairement. Complètement. Et c'est pareil pour les photos, c'est pas parce que t'as pas d'identité visuelle que tu peux pas commencer à montrer ton visage, à parler de toi, à communiquer, etc. En fait, c'est encore une fois, oui, t'as raison, c'est la procrastination active. Ouais, c'est ça. Do it. Allez. Du coup, il y a la pression parce qu'on va pas tous les faire. Ouais. Donc, on espère tomber sur une pépite. Ouais. Au pire, si c'est nul, tu passes. Je vais attendre de perdre du poids ou de changer de look. Ça là, on la passe pas. Celle-là, on la passe pas. On la passe pas, les pépites. Je vais attendre de perdre du poids, changer de look. Don't. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur, mais pour plein de raisons. Je peux pas me limiter à une minute sur ce genre de sujet. Je pense qu'il y a vraiment une question d'estime de soi et d'amour de soi qui est ultra important en photo. Et que on est matrixé, notamment en tant que femme, on est matrixé de l'image parfaite et normale d'un corps de femme, etc. Mais c'est complètement bullshit, hein, qu'on se le dise. Et au-delà de ça, je pense que l'amour de soi et la confiance en soi et l'acceptation de son corps, ça vient progressivement. Et que justement, se faire photographier et se faire prendre en vidéo par des gens dont c'est le métier, qui donc pourront vraiment te mettre en valeur, ça t'aide de fou. En fait, ça t'aide énormément à prendre confiance en toi. Moi, je vois beaucoup avec des clientes qui arrivent à leur première séance, elles sont flippées, elles se disent voilà, j'ai des kilos en trop, je vais pas me sentir belle. À chaque fois, c'est mon copain ou ma partenaire ou mon enfant qui me prend en photo et j'ai un triple menton et j'ai des boutons partout et la lumière est horrible et je suis en contre-plongée et je suis moche. Et en fait, on fait une séance photo et elles voient ne serait-ce que les 5 premières photos, même pas retouchées, et elles sont en mode ah ouais, ah mais en fait, je suis bien là. Bah ouais, t'es bien. Ouais. J'ai pu voir la magie apparaître, moi. Oui, en fait, ça, c'était ton cas. Ouais, c'est mon cas, ouais. En fait, j'avais fait la séance photo avec toi et c'est vrai que je voyais la photo, je suis genre, hé, pas mal. C'est vrai, Ouais. Et pareil, quand j'avais fait mon premier shooting photo, j'étais trop mal, etc. Et en fait, après, quand j'ai vu la galerie, j'ai fait ah ouais, en fait, ça va, quoi. Genre, enfin, ouais, clairement, ça va. Et même plutôt contente, quoi.
Donc non, c'est cool. Et en fait, l'idée, c'est oui, plus on va le faire, plus on va commencer à rentrer dans quelque chose. Après, c'est vrai qu'avec la vidéo notamment, il y a aussi tout l'aspect de la voix, de la manière de bouger, etc. Donc on atteint un certain niveau, voilà, en termes de... Quand on se voit, c'est compliqué. Je pense que c'est peut-être même plus compliqué parfois en vidéo que la photo. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Et en plus de ça, moi, avec la vidéo, j'ai vu une vraie amélioration de la posture dans ma façon de parler, dans ma façon de me tenir. Voilà. Et vraiment, c'est génial pour gagner en confiance et gagner en assertivité. Donc, je ne peux que recommander, en tout cas. Carrément. Et effectivement, je suis d'accord, je pense qu'il faut commencer petit. Ouais. Enfin, oui, non, ce que je dis ça, mais j'ai des clientes qui commencent pas petit, mais j'ai des clientes qui sont ultra ambitieuses et donc elles sont en mode « Ok, j'ai un complexe, go, je vais l'attaquer » et on prend une journée ensemble et on fait 45 milliards de photos. Mais bon, ça c'est cœur-cœur, elles sont incroyables. Mais je pense que si tu es vraiment, vraiment bloqué là-dessus, je pense que c'est important de commencer petit, mais de commencer avec un pro. Et vraiment, c'est pas juste pour vendre des séances que je dis ça. Enfin, peu importe avec quel photographe vous faites ça. Vraiment, genre, c'est même pas forcément moi, c'est pas grave. Moi, mon but, c'est que toutes les femmes se sentent belles, toutes les femmes se sentent puissantes, que toutes les femmes se trouvent incroyables. Et peu importe si c'est pas avec moi, je m'en fiche. Par contre, bosser avec une ou un photographe qui vous met à l'aise, qui sait comment mettre en valeur votre morphologie, qui n'a pas forcément d'idées préconçues sur quelle pose vous devez prendre, etc. Parce qu'en fait, en fonction de ta morphologie, en fonction de comment tu te tiens, en fonction de ton niveau d'aisance, tous les trucs ne seront pas forcément faciles. Exemple, moi, je ne shoote pas un modèle de la même manière que je shoote un entrepreneur. Qu'un modèle, elle sait quelle pose prendre pour être ultra élancée, etc. L'entrepreneur, il arrive, il ne sait pas quoi faire de ses mains. Et c'est mon rôle de le guider et de l'accompagner et de faire en sorte que je vais la mettre ou le mettre dans une pose qui va le mettre en avant en fonction de sa morphologie, de son visage, de la lumière, etc. Donc, juste faites-vous bien accompagner et honnêtement, si tu trouves une photographe ou un photographe qui est là pour te créer cette ambiance un peu cocooning et qui est là pour te rassurer, pour te guider vers la pose qui va bien aller, honnêtement, ça va bien se passer et je suis convaincue que justement la photo est un énorme outil de confiance en soi. Moi, je le vois pour mes clientes. Vraiment, le nombre de personnes qui, du coup, reviennent ensuite régulièrement, même prennent des abonnements à l'année. Presque une thérapie. Ouais. Et je l'amènerai pas comme ça parce que... Oui, évidemment. Parce que je trouve que c'est un énorme poids à porter, une grosse responsabilité à porter. Mais je pense vraiment que ça fait du bien. Ouais, je suis d'accord. Ok. Last one. Last one. Ah, la pression. Du coup, ça va. Ah bon? Bah ouais, moi, bah si, du coup, t'as commencé, donc 15. Ah, ok, oui. On est demi-terraires ensemble. Hein, ouais, oh là là. C'est dur. Alors... Oh, j'ai la presse. Ouais, t'as la pression. Hein. Il y en a 3 qui sont venus. Allez, une écrite. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi cher. Ouh! Moi, je sais. Moi aussi. Tu as commencé? Ok, donc déjà, c'est aussi cher par rapport à tout le temps qu'on y met de préparation, parce que comme tu as vu, voilà, on prend vraiment du temps pour préparer tout ça, l'univers de marque, voilà, tout ce qui est chercher des lieux, voir après aussi les discussions avec les clients par rapport aux tenues, par rapport aussi, après plus spécifiquement la vidéo, les créations de contenu qu'on va pouvoir faire. Je relis toujours les accroches, les bullet points, etc., etc. Tout ça, ça prend du temps. C'est aussi conseillé, etc. Surtout aussi notre niveau d'expertise. Ça fait maintenant un petit moment qu'on est aussi dans le milieu. Le niveau de matériel aussi. On a du matos qui coûte cher. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Et tout ça, en fait, ça rentre en jeu sur les prix. Voilà. Ouais. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu vas ajouter? Non, c'est ça. C'est le temps, la compétence qui se paye. Hein. C'est évidemment un photographe ou un vidéaste junior. Il va coûter moins cher que quelqu'un qui, comme nous, a quelques années, longues années d'expérience. Logique. Logique. Donc, le travail ne sera pas forcément équivalent. Ouais. Et le matériel. Et effectivement, quand tu dis qu'on a du matériel qui coûte cher, c'est-à-dire que pour commencer dans la photo, tu n'as pas forcément besoin d'un matériel incroyable. Ça, c'est un truc qu'on pourra debunk aussi. Mais pour le coup, ça aide. Et pour certains types de projets, tu as besoin d'avoir du matériel qui coûte cher. Tu as besoin de 2 boîtiers, de 2 trépieds. Là, typiquement, on fait cette vidéo, on a à nous 2 3 caméras, 3 trépieds, 10 batteries, enfin un micro. En fait, tout ça, c'est de l'argent. Et donc, toi, tu fais avec ton iPhone, ok, tu peux faire des trucs très cool avec l'iPhone, mais déjà, l'iPhone, in fine, c'est quand même du matériel. Oui. Mais tu n'auras pas la même rendu que quelqu'un qui a un appareil photo pro. C'est illusoire et qui sait s'en servir. Je vais rajouter. Effectivement, le matériel, ça coûte très cher et c'est quelque chose qui est rentabilisé sur les différentes séances. Pareil pour la lumière. Ouais. Moi, souvent, j'arrive en shooting, je ramène 2, 3 lumières. Mais en fait, c'est du matériel qui te permet de shooter dans n'importe quelle condition. Et donc, c'est une assurance pour le client que même si il fait super sombre ce jour-là, parce qu'on est en hiver, j'arriverai à avoir des belles photos. Bah ça, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Par contre, moi, je l'ai acheté, il faut bien que je le rentabilise. Ouais. Puis au-delà de ça, en fait, ça fait gagner du temps aux gens. C'est clair. Alors, combien de temps ça va te mettre, toi, à faire des photos aussi et des vidéos aussi qualitatives
Après, tu prends ton ratio par rapport à ton TJM et puis tu vois si c'est rentable pour toi. Hein. En fait, c'est un investissement. C'est comme tout ce que tu fais dans ton business. C'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est OK, je choisis de communiquer, donc je vais aller bosser avec des experts pour me libérer du temps, pour avoir plus d'impact, pour avoir un meilleur ROI, en fait, un meilleur retour sur investissement. Et c'est juste de faire ce ratio-là. Ouais, totalement, je valide. Voilà. On a fini? Mais du coup, j'ai fini. Ah, yes! OK. Elle a dit c'est bon, elle a dit c'est fini. Bon, ben voilà, on va dire qu'on en a dégommé quelques-unes. On n'a pas pu tout faire, mais bon, on a quand même ratisé large, Ouais. ça va. Et j'espère que ça t'a aidé à prendre conscience que 90% des blocages que tu penses avoir, en fait, ils sont dans ta tête. Genre, t'es pas photogénique, mais en fait, c'est juste que t'as pas été guidé par un pro. Genre, ça coûte cher, mais en fait, c'est un investissement pour ton business et pour ta communication. Donc, in fine, c'est rentable. Genre, t'as pas idée de contenu, mais en fait, c'est juste que t'as pas pris le temps de vraiment te poser sur toutes les choses que tu peux apporter, mais t'as forcément plein d'idées, c'est sûr. Tu n'es pas trop timide, t'as juste besoin du bon cadre pour te sentir à l'aise et être guidé. Parce que c'est ça notre travail. C'est pas juste d'appuyer sur un bouton, mais de créer un environnement dans lequel tu peux être 100% toi-même, authentique et à l'aise. Alors si t'es arrivé jusqu'ici, bravo à toi, ça veut dire que t'es prêt à changer quelque chose dans ta communication. Et donc dis-nous en commentaire quelle excuse toi tu vas laisser dans le bol aujourd'hui. Et si tu veux franchir le cap, évidemment, contacte-nous, on sera là pour t'accompagner, Flora et moi, en photo, en vidéo ou les deux ensemble. Et sinon, tu peux aussi rejoindre notre newsletter pour accéder à toutes mes coulisses et plein de conseils pour tes propres photos et vidéos de branding. Merci Flora d'avoir fait cette vidéo avec moi, c'était trop chouette de faire ça ensemble. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ta chaîne que j'adore. C'est trop cool. Trop chouette, et du coup merci à toi, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire pour nous envoyer du love et pour nous partager voilà, quels sont les blocages que tu as envie de laisser de côté, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye! Salut!